7 avril 1945. Baie de Tokyo, Empire du Japon. L'aube se lève sur les îles japonaises alors que 91 North American P-51D Mustang des 15e et 21e Fighter Groups approchent de leur point de rendez-vous. Dans le cockpit de son Mustang, le major James B. Tapp serre le manche. Ces 6 mitrailleuses M, 2 Browning de calibre 50 montées dans les ailes sont chargées avec des balles incendiaires perforantes. Les premiers modèles de P-51D transportent 500 cartouches pour chaque mitrailleuse intérieure et 270 pour les positions centrales et extérieures, soit un total de 2280 cartouches. Les variantes ultérieures réduiront ceci à 400 cartouches par mitrailleuse intérieure pour une fiabilité améliorée, portant le total à 1880 cartouches. En dessous, le mont Fuji se détache contre le ciel matinal clair, incontournable dans sa majesté. Son pic enneigé servant de point de navigation que les pilotes utiliseraient tout au long de la mission. Le soleil matinal projette de longues ombres sur la campagne japonaise, révélant une mosaïque de rizières, de villages et d'installations militaires qui n'avaient jamais vu de chasseurs américains auparavant. La mission est sans précédent, escorter des B-29 Super Fortress profondément dans le territoire japonais depuis une base distante de 750 miles. Une distance que les planificateurs militaires, seulement 2 ans plus tôt, avaient jugée impossible pour des chasseurs monomoteurs. À cette heure, plus de 100 intercepteurs japonais convergent vers la formation américaine. À travers la brume matinale apparaît une vision qui choque les pilotes japonais jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Des chasseurs américains monomoteurs au-dessus de Tokyo, une chose que leur commandant leur avait assurée impossible. L'impact psychologique est immédiat et dévastateur. Ce ne sont pas des chasseurs de la marine embarqués avec une portée limitée, mais des chasseurs de l'Air Force basés à terre qui ont, d'une manière ou d'une autre, traversé 750 miles d'océan ouvert pour apparaître au-dessus de la capitale impériale. Dirigeant la défense japonaise se trouvent des pilotes volant sur le Nakajima Ki-84 Hayate, le Frank, le chasseur le plus rapide et le plus avancé du Japon, aux côtés de plus anciens Ki-43 Hayabusa, Ki-44 Shoki, Ki-61 Ien et des chasseurs de la marine A6M0 et N1K2J Shidenkai. Le Ki-84 pouvait surpasser en montée et en maniabilité, à la fois le P-51 et le Republic P-47. Thunderbolt à certaines altitudes et vitesses. Ce qui se passe ensuite démontrera le vaste fossé technologique entre les approches de 2 nations en matière de guerre aérienne et révélera pourquoi la puissance industrielle américaine avait produit ce que de nombreux pilotes appelleraient le chasseur longue portée parfait. Le North American P-51D Mustang était arrivé sur le théâtre du Pacifique, avec une réputation déjà forgée dans le ciel d'Europe, où il avait brisé l'échine de la Luftwaffe et rendu possible le bombardement de jour de l'Allemagne développée initialement pour l'exportation vers la Grande-Bretagne. Des modèles modifiés par les Britanniques pour utiliser des moteurs Rolls-Royce Merlin devinrent les chasseurs les plus capables de l'Amérique en temps de guerre. La transformation des premières variantes à moteur. Allison, au chef-d'œuvre à moteur Merlin, représenta l'une des collaborations internationales les plus réussies de l'aviation, un mariage de l'innovation aérodynamique américaine et de la technologie de moteur britannique. L'association du légendaire moteur Merlin et du P-51 Mustang aboutit finalement au P-51D, qui fournit à l'US Army Air Force un chasseur haute performance, haute altitude, longue portée, capable d'escorter les formations de bombardiers lourds jusqu'à Berlin et retour, et maintenant, incroyablement, d'Iwo Jima à Tokyo et retour. Le moteur Packard V457, une version construite sous licence du Rolls-Royce Merlin 66, délivrait 1695 chevaux au décollage avec injection d'eau, montant à 1720 chevaux dans les réglages de puissance de guerre d'urgence. Ce groupe motopropulseur suralimenté à 2 étages et 2 vitesses pouvait maintenir des performances élevées à des altitudes où les moteurs japonais haletaient pour avoir de l'air, leur suralimenteur monoétage incapable de comprimer suffisamment l'atmosphère raréfiée.
Le P-51D volait à une vitesse maximale d'environ 440 000 par heure, 708 km par heure, à 25 000 pieds, 7 620 mètres, atteignait un plafond opérationnel de presque 42 000 pieds, 12 800 mètres, et était armé de 6 mitrailleuses M2 Browning de 0,50 pouces, 12,7 mm, montées dans les ailes. Les mathématiques de la puissance de feu étaient dévastatrices et précisément calculées. 6 mitrailleuses M2 Browning tirant à 800 coups par minute chacune signifiait que le P-51D pouvait délivrer 4800 coups par minute de puissance de feu concentrée, 80 coups par seconde. Chaque balle incendiaire perforante pesait 46 grammes et voyageait à 2900 pieds par seconde, 884 mètres par seconde, délivrant une énergie cinétique trement douce à l'impact, capable de pénétrer le blindage des avions, d'enflammer les réservoirs de carburant et de détruire les moteurs avec seulement quelques impacts bien placés. Fin 1944, 14 des 15 escadrons de chasse du US 8e Air Force en Europe étaient composés de Mustang, un témoignage de la supériorité de l'avion sur tous les autres chasseurs disponibles. Cette production et ce déploiement massif reflétaient la capacité industrielle américaine à son apogée, avec des chaînes de montage fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les usines de North American Aviation à Englewood, Californie, et Dallas, Texas, produisaient des P-51 à un rythme qui stupéfiait l'imagination. Au pic de production, un nouveau Mustang sortait de la chaîne de montage, toutes les heures. À la fin de la guerre, 15 586 P-51 de toutes variantes seraient manufacturés, le modèle D seul comptant pour 8 156 appareils, plus que la production totale japonaise de tous les types de chasseurs durant les 2 dernières années de la guerre combinée. La capacité de très longue portée qui amena les Mustangs à Tokyo représentait une révolution dans les opérations de chasse qui changea les mathématiques fondamentales de la guerre aérienne, avec 2 réservoirs largables de 110 gallons, 416 litres, les Mustangs pouvaient effectuer des allers-retours de 1500 miles, 2414 km, comme une routine, bien que les pilotes poussaient cela à 1600 miles, 2575 km, lorsque nécessaire. C'était équivalent à voler de Los Angeles à Little Rock, Arkansas, entièrement au-dessus de l'eau dans un avion monomoteur sans site d'atterrissage de rechange, excepté l'océan. La clé de cet accomplissement résidait dans l'exceptionnelle efficacité énergétique du moteur Merlin au réglage de croisière, consommant seulement 65 gallons, 246 litres, à une croisière économique, combinée à la conception d'ailes à écoulement laminaire du P-51 qui réduisait la traînée de 35%, comparé au profil aérodynamique conventionnel. L'aile à écoulement laminaire, développée par l'aérodynamicien de North American Edgar Schmid, maintenait un écoulement d'air lisse sur un plus grand pourcentage de la surface de l'aile, retardant la transition vers un écoulement turbulent et réduisant dramatiquement la traînée parasite. Se dressant en contraste frappant était le Nakajima Ki-84 Hayate qui entra en service opérationnel dans le service aérien de l'armée impériale japonaise en juin 1944. Trop tard et en nombre trop faible pour affecter l'issue de la guerre. Nommé Gale, coup de vent, et désigné par les Alliés comme Frank, ce chasseur représentait la tentative désespérée du Japon de rivaliser avec la supériorité technologique américaine. Avec les ressources qui restaient à l'Empire assiégé, le Ki-84 est généralement considéré comme le meilleur chasseur japonais à avoir opéré en grand nombre durant le conflit, bien que grand nombre était relatif. Ce que le Japon considérait comme une production de masse, l'Amérique le considérait comme des séries de prototypes. L'appareil se vantait d'une haute vitesse et d'une excellente maniabilité, avec un armement allant jusqu'à des canons de 30 mm au 155 et des canons de 20 mm au 5 qui lui donnaient une puissance de feu formidable. Sur le papier, la réalité était plus complexe.
Les canons de 30 mm n'emportaient que 50 coups par arme. Les canons de 20 mm seulement 150 coups par arme, donnant une charge totale de munitions de seulement 400 coups, comparé aux 1880 à 2280 coups du Mustang. Sur le papier, le Ki 84 semblait compétitif, même supérieur sous certains aspects. Il était propulsé par le moteur radial Nakajima A45 Homar 18 cylindres, une pièce de machinerie complexe avec injection de carburant et un suralimenteur monoétage à 2 vitesses, utilisant une injection au méthanol pour aider le suralimenteur, donnant au Ki 84 une puissance nominale de 2000 chevaux au décollage. Les tests initiaux montrèrent des promesses, avec des prototypes atteignant 387 000 par heure, 623 km par heure en vol horizontal et des revendications ultérieures allant jusqu'à 427 000 par heure, 687 km par heure, dans des conditions idéales avec du carburant à haut indice d'octane et un réglage de moteur parfait. Cependant, la réalité de la production japonaise de fin de guerre racontait une histoire dramatiquement différente, une histoire de qualité déclinante, d'improvisation désespérée et d'échec systémique. Les pilotes et équipages sur le terrain apprirent à faire attention aux moteurs Nakajima Homar à haute maintenance de l'avion et aux trains d'atterrissage, prônes à se dérober au pire moment. Le moteur Homar, bien que théoriquement puissant et avancé, souffrait de problèmes de fiabilité chronique qui empirèrent alors que le contrôle qualité s'effondrait. Le moteur requérait des tolérances précises que les usines japonaises, sous des bombardements constants de B-29 et manquant d'acier et d'aluminium de qualité, ne pouvaient plus maintenir. De nombreuses unités de trains d'atterrissage étaient compromises par le pauvre traitement thermique de l'acier japonais de fin de guerre, contenant souvent des impuretés qui rendaient un durcissement approprié impossible. En conséquence, de nombreux Hayate subirent des effondrements de trains à l'atterrissage, rayant des avions que le Japon ne pouvait pas se permettre de perdre, et tuant des pilotes qui prenaient des mois à entraîner. La disparité dans la qualité de production reflétait la crise industrielle plus large, faisant face au Japon, une nation qui avait tout misé sur une guerre courte et avait perdu, alors que les usines américaines maintenaient des standards de qualité constants malgré des volumes de production massifs, améliorant même la qualité alors que les techniques de production étaient affinées, la manufacture japonaise se détériora précipitamment. La détérioration progressive du contrôle qualité signifiait que les pilotes ne savaient jamais comment les avions individuels performeraient, si les freins fonctionneraient, si le moteur tiendrait à des réglages de haute puissance, et même s'ils seraient capables de monter assez haut pour intercepter les B-29 Super Fortress, croisant à 30 000 pieds, 9 144 mètres. En 1945, le Japon n'avait produit que 3 514 Ki 84 au total, et beaucoup d'entre eux étaient cloués au sol par manque de pièces détachées, de carburant ou de pilotes qualifiés. De ceux qui étaient opérationnels, peut-être la moitié pouvaient être considérés comme véritablement prêts au combat à un moment donné. La situation du carburant seul révélait la catastrophe stratégique, faisant face au Japon, une nation qui était entrée en guerre en partie pour sécuriser des ressources pétrolières, alors que les pilotes américains volaient avec de l'essence, aviation sans octane, expédiée depuis des raffineries au Texas et en Californie, un carburant spécifiquement formulé pour les moteurs haute performance. Les pilotes japonais se débrouillaient avec ce qui pouvait être produit domestiquement ou synthétisé à partir de charbon. Le carburant aviation japonais de fin de guerre testait souvent à 87 octanes ou moins, parfois aussi bas que 80 octanes, privant les moteurs de puissance et causant des préallumages qui détruisaient les cylindres, pistons et soupapes. Certaines unités désespérées tentèrent de supplémenter leur carburant avec de l'huile de racine de pin extraite de souches de pin, de l'alcool distillé à partir de patates douces et même des sous-produits de production de saké, dégradant davantage les performances et la fiabilité du moteur. Les pilotes rapportaient des moteurs qui démarraient à peine, tournaient brutalement à tous les réglages de puissance et souvent tombaient en panne de façon catastrophique en vol.
Lors de cette première mission du 7 avril, les Mustangs se formèrent avec leurs protégés, 103 Boeing B-29 Super Fortress du 73e Bombwing, chacun transportant des tonnes de bombes incendiaires destinées à des cibles industrielles japonaises. Le capitaine Hartbridge du 45e Fighter Squadron se rappela. C'était un vrai spectacle. Les B-29 finissaient juste leur rassemblement en un grand cercle, quand nous sommes arrivés. Le soleil se reflétait sur leur peau d'aluminium et ils ressemblaient à une école de poissons argentés, géants nageant dans le ciel. Le rendez-vous lui-même représentait un triomphe de navigation et de planification qui aurait été impossible sans les avantages technologiques américains. Les P-51 avaient volé 750 miles, 1207 km, au-dessus de l'océan ouvert, naviguant principalement à l'estime et avec une radiogoniométrie basique, chronométrant leur arrivée pour correspondre au planning des bombardiers à quelques minutes près. Ils avaient grimpé graduellement du niveau de la mer à 25 000 pieds, 7 620 mètres. Leur moteur ajustant automatiquement le mélange pendant la montée, leur suralimenteur passant sans heurts du bas au haut régime pour maintenir la puissance. Traversant la côte de Honshu, les pilotes de P-51 larguèrent leur réservoir auxiliaire d'ailes de 110 gallons, 416 litres, alors qu'ils commençaient à repérer les premières attaques frontales, simulées d'une force de plus de 100 intercepteurs japonais décollant de multiples aérodromes autour de Tokyo. Les réservoirs largables argentés tombèrent envers la terre, scintillant dans le soleil matinal, certains explosant en touchant le sol, d'autres rebondissant à travers les rizières. Les pilotes japonais, volant dans une force mixte de Ki-84, Ki-43, Ki-44, Ki-61 et des chasseurs de la marine, incluant des Zéros et le nouveau N-1K-2J Shidenkai, subirent leur premier choc. Ce n'étaient pas des chasseurs de la marine embarqués avec une portée limitée, mais des chasseurs basés à terre qui avaient, d'une manière ou d'une autre, atteint la patrie depuis des bases qu'ils savaient être impossibles à atteindre. Le sergent-chef Tadanori, volant sur un Ki-84 avec le 56e Sentai, se rappela plus tard son incrédulité. Quand nous avons été envoyés en alerte, on nous a dit que des chasseurs ennemis approchaient Tokyo. Nous pensions que c'était une erreur. Peut-être qu'ils voulaient dire des bombardiers ennemis. Quand j'ai vu les Mustangs de mes propres yeux, j'ai cru que je rêvais. C'était impossible. Nos commandants nous avaient assuré qu'aucun chasseur américain ne pouvait atteindre le Japon depuis leurs bases insulaires. Pourtant, ils étaient là, des douzaines d'entre eux, volant comme s'ils possédaient notre ciel. À ce moment, j'ai su que la guerre était véritablement perdue. Le major James B. Tapp, qui deviendra plus tard un as avec 8 victoires confirmées, fut l'un des premiers pilotes de Mustang à foncer dans une formation de chasseurs japonais. Son rapport de combat, écrit des heures après la mission, décrivait l'engagement avec une précision clinique. Ils sont venus vers nous dans la formation traditionnelle à 3 avions Shotai, mais leur coordination était pauvre. Le leader de vol s'engageait dans une attaque, mais ses ailérons, souvent, ne suivaient pas. Ils semblaient hésitants, peut-être à court de carburant ou de munitions, ou simplement inexpérimentés. Nous avons piqué à travers eux avec un avantage de vitesse de 100 miles par heure, 161 km par heure, tiré de rapides rafales et remonté en zoomant vers l'altitude avant qu'ils ne puissent réagir. Cette rupture dans la coordination tactique japonaise reflétait la crise dans la formation des pilotes qui avait atteint des proportions catastrophiques. En 1945, la plupart des pilotes japonais expérimentés étaient morts, tués au-dessus des Salomon, de la Nouvelle-Guinée, des Philippines ou dans le Tiro d'Inde, des Mariannes. Les remplaçants recevaient aussi peu que 50 heures de vol d'entraînement avant d'être jetés au combat, comparé aux 600 heures que recevaient les pilotes américains avant d'être déployés dans les théâtres de combat. Quand la fumée se dissipa et que les Mustangs retournèrent à leur base d'Iwo Jima, les Sundowners du 7e Fighter Command étaient crédités de 26 avions japonais détruits, improbables et 5 endommagés, au coup de 2 P-51 et d'un pilote. Le ratio de victoire de 13 pour 1 lors de cette première mission ne ferait que s'améliorer, alors que les pilotes américains gagnaient de l'expérience au-dessus du Japon, et que la qualité des pilotes japonais continuait à se détériorer.
En quelques semaines, des ratios de victoire de 20 pour 1 ou même 30 pour 1 devinrent communs, reflétant non seulement la supériorité américaine, mais la désespération japonaise. La différence de performance entre les appareils devint starkement apparente au combat, particulièrement dans la dimension verticale où le combat aérien se déroulait de plus en plus. La supériorité du P-50 et 1D était particulièrement évidente au-dessus de 20 000 pieds, 6 096 mètres, l'altitude où la plupart des interceptions avaient lieu. À ces altitudes, le suralimenteur à 2 étages du moteur Merlin maintenait une puissance de niveau de la mer, tandis que les moteurs japonais luttaient pour respirer. Le premier étage comprimait l'air raréfié, le refroidissait à travers un intercouleur, puis l'envoyait au second étage pour une compression supplémentaire, délivrant de l'air dense et riche en oxygène au cylindre. Le suralimenteur monoétage du Ki 84, manquant d'un intercouleur et d'un second étage, causait une chute dramatique de puissance au-dessus de 20 000 pieds, 6 096 mètres, réduisant son avantage de vitesse et son taux de montée précisément là où la plupart des interceptions se produisaient. À 30 000 pieds, 9 144 mètres, le Ki 84 pouvait à peine maintenir 350 000 par heure, 563 km par heure, tandis que le P-51D pouvait encore atteindre 420 000 par heure, 676 km par heure. Le lieutenant Jerry Yellin du 78 Fighter Squadron, qui volerait la dernière mission de combat de la guerre le 14 août 1945, le 15 août au Japon, décrivit un engagement typique avec des détails vivants. Nous les repérions montant à notre rencontre, laissant des traînées d'échappement sombres alors qu'ils poussaient leur manette des gaz au maximum. Mais à 25 000 pieds, 7 620 mètres, ils pataugeaient comme des poissons hors de l'eau. Leur moteur fumait, probablement tournant trop riche, parce que leur suralimenteur ne pouvait pas fournir assez d'air. Nous piquions à travers leur formation avec nos 50 cales crépitants, les traceurs ressemblant à des rayons laser, et ils ne pouvaient simplement pas égaler notre vitesse en piqué ou notre remontée en zoom ensuite. Notre Merlin chantait alors que nous tirions vers le haut, les forces G nous écrasant dans nos sièges, tandis que leurs radios toussaient et crachotaient, luttant pour maintenir la puissance. Le P-51D pouvait piquer à des vitesses approchant 500 000 par heure, 805 km par heure, tout en maintenant l'autorité de contrôle, ses ailes à écoulement laminaire restant efficaces même dans le régime transonique. Alors que les chasseurs japonais subissaient souvent un renversement de commande ou une défaillance structurelle à des vitesses au-dessus de 400 000 par heure, 644 km par heure, en piqué, leur surface de contrôle devenant inefficace ou leurs ailes se déchirant simplement. Le contraste dans la qualité des pilotes était dévastateur et empirait avec chaque jour qui passait. Les pilotes américains arrivant à Iwo Jima avaient typiquement 400 à 600 heures de vol, incluant plus de 100 heures sur Pipan, sur chaque Atishopipa, Agersokika, Yashokikasita, Yasio, des dizaines d'heures de pratique de tir et un entraînement au combat extensif contre des instructeurs expérimentés volant sur des avions ennemis capturés ou des simulations précises. Ils avaient pratiqué le vol en formation jusqu'à ce que ce soit une seconde nature. La navigation aux instruments dans toutes les conditions météo, le tir avec déviation sur des cibles remorquées et les tactiques de combat développées à partir de 3 ans d'expérience de guerre aérienne. Les pilotes japonais en 1945 avaient souvent moins de 100 heures de vol total, parfois aussi peu que 30 heures, avec une pratique de tir minimale due aux pénuries de munitions, aucun entraînement aux instruments et des tactiques de combat apprises depuis des manuels plutôt que d'instructeurs expérimentés qui étaient tous morts ou volaient eux-mêmes en mission de combat. Le défi de la navigation seul séparait les capables des condamnés, les vivants des bientôt morts. Voler sur des chasseurs monomoteurs lors de missions aller-retour de 1500 miles, 2414 km, au-dessus d'un vaste océan avec des aides à la navigation minimale, requérait une confiance née de l'expérience et de la confiance à la fois dans la machine et les systèmes de support.
Les pilotes américains volaient avec des briefings météorologiques détaillés compilés à partir de rapports météo de sous-marins et de vols de reconnaissance. Des cartes précises mises à jour à partir de la reconnaissance photo et des instruments fonctionnels manufacturés selon des spécifications précises. Ils avaient des sous-marins de sauvetage stationnés le long de leur route, des sous-marins lifeguard qui sauvèrent des douzaines d'aviateurs abattus. Et pouvait-on compter sur les hydravions Dumbo, PBI, Catalina pour les secourir s'ils étaient contraints d'amérir? Les pilotes japonais volaient de plus en plus avec des cartes obsolètes qui ne montraient pas les dommages récents des bombes, des compas peu fiables qui n'avaient pas été correctement étalonnés, et aucun espoir de sauvetage s'ils étaient abattus au-dessus de l'eau. Leurs radeaux de sauvetage, s'ils en avaient, fuyaient souvent, et leurs rations d'urgence avaient généralement été consommées durant les pénuries de nourriture au sol. La variation magnétique entre Iwo Jima et Tokyo en 1945 était de 3 degrés ouest, et puisque Tokyo se trouvait entre les 139e et 140e méridiens, tandis qu'Iwo Jima était entre les 141e et 142e, la navigation était simplifiée à des caps de compas basiques pour le vol retour, une coïncidence géographique heureuse qui sauva de nombreuses vies bien scientifiques. Cette coïncidence géographique s'avéra cruciale quand la météo se détériorait ou que les pilotes devenaient désorientés au combat, leur compas tournant follement alors qu'ils manœuvraient. Un pilote pouvait simplement voler sud-sud-est et savoir qu'il verrait éventuellement le mont Suribachi, distinctif d'Iwo Jima, s'élevant de l'océan, en supposant qu'il avait assez de carburant. La logistique, soutenant chaque force, révélait la vraie nature de la guerre aérienne du Pacifique, une compétition entre l'abondance américaine et la rareté japonaise. Chaque mission depuis Iwo Jima impliquait près de 100 Mustangs, consommant 57 000 gallons, 215 768 litres de carburant à haut indice d'octane et transportant 230 000 cartouches de munitions de calibre .50, plus des bombes et des roquettes pour les missions d'attaque au sol. Cela représentait juste les opérations d'un jour depuis une base, et il y avait 3 groupes de chasse opérant depuis Iwo Jima seul. Derrière cela se tenait une chaîne d'approvisionnement s'étirant jusqu'aux usines de Détroit, aux raffineries du Texas et aux usines de munitions du Missouri, toutes connectées par des Liberty Ships produits à un rythme de 3 par jour, et des avions de transport C-54 Skymaster qui volaient sur des routes cargo régulières à travers le Pacifique. Des navires arrivaient à Iwo Jima quotidiennement, déchargeant du carburant, des munitions, des pièces détachées, de la nourriture, du courrier et les milliers d'autres articles nécessaires pour maintenir une force aérienne moderne opérationnelle. Pendant ce temps, la logistique japonaise s'était effondrée dans le chaos et la désespération. Le carburant aviation était si rare que les vols d'entraînement étaient annulés, laissant les nouveaux pilotes faire face au combat sans expérience de vol récente. Les munitions étaient rationnées même pour les missions de combat, les pilotes étant informés de conserver les cartouches seulement pour les tirs les plus certains. Les forces aériennes de la marine et de l'armée japonaise, jamais bien coordonnées même dans les meilleurs moments, se disputaient désespérément pour des ressources diminuantes, comme des chiens affamés se battant pour des restes. Les avions étaient cannibalisés pour des pièces détachées jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des squelettes d'aluminium, et des groupes de chasse entiers étaient cloués au sol par manque de pneus, de bougies ou de fluide hydraulique. Certaines unités tentèrent de manufacturer leurs propres pièces détachées dans des ateliers primitifs, avec des résultats prévisiblement médiocres. L'écart de sophistication technologique s'étendait au-delà des avions eux-mêmes à chaque aspect des opérations. Les pilotes américains portaient des combinaisons anti-G qui empêchaient le voilement noir dans les manœuvres à haute G, en comprimant le sang vers le cerveau, utilisaient des systèmes d'oxygène standardisés qui fonctionnaient de façon fiable au-dessus de 30 000 pieds, 9 144 mètres, avec une régulation de débit automatique, et communiquaient via des radios VHF avec une réception claire et de multiples canaux. Leurs parachutes étaient régulièrement inspectés et reconditionnés.
Leurs radeaux de sauvetage contenaient des radios fonctionnelles et des fournitures fraîches, et leur kit de survie incluait tout, de la morphine à l'équipement de pêche. Les pilotes japonais volaient souvent sans radio fonctionnelle. Leur radio à tube consommait une précieuse puissance de batterie et fonctionnait rarement correctement de toute façon. Ils utilisaient des systèmes d'oxygène peu fiables qui tombaient fréquemment en panne au-dessus de 20 000 pieds, 6 096 mètres, menant à l'hypoxie et la désorientation, et n'avaient pas de combinaison anti-G, limitant leur capacité à égaler les manœuvres agressives américaines sans subir de voilements noirs ou de vaisseaux sanguins rompus dans leurs yeux. Le 1er juin 1945, appelé Vendredi noir par les hommes des Mustangs, la météo plutôt que l'action ennemie s'avéra la plus grande menace, démontrant que même la technologie américaine avait des limites. Environ 150 Mustangs en route vers Osaka volèrent dans un système frontal aveuglant qui n'était pas censé être là selon les prévisions météo. 27 avions furent perdus en minutes avec 24 pertes dues à la météo, les pilotes devenant désorientés dans des nuages de cumulus imposants, volant l'un dans l'autre ou simplement manquant de carburant en essayant de trouver de l'air clair. Ce désastre illustra que même pour les Américains technologiquement supérieurs, les missions de très longue portée poussaient les hommes et les machines à leurs limites absolues. Le front météorologique s'étendait du niveau de la mer à 40 000 pieds, 12 192 mètres, avec une turbulence violente, des conditions de givrage et une visibilité zéro. Les pilotes rapportèrent du feu Saint-Elme dansant sur leurs ailes, des compas tournant inutilement et des horizons artificiels culbutant, alors que leur gyroscope abandonnait en essayant de donner un sens aux mouvements violents. L'impact sur le moral japonais fut catastrophique et irréversible. Le capitaine Yoshio Yoshida, un pilote de Ki-84 du 47e Sentai qui survécut à la guerre, écrivit dans son journal « L'apparition de chasseurs américains au-dessus de Tokyo a brisé complètement notre confiance. On nous avait dit que les B-29 étaient vulnérables sans escorte, que leurs chasseurs ne pourraient jamais atteindre si loin. Maintenant, nous voyons des Mustangs au-dessus du palais lui-même, mitraillant nos aérodromes en plein jour, abattant nos meilleurs pilotes comme s'ils étaient des débutants. Comment pouvons-nous défendre l'empereur quand les chasseurs ennemis errent librement au-dessus de la patrie sacrée? La vue de ces Mustangs avec leurs bandes d'invasion, si confiants, si nombreux, nous dit ce que nos leaders ne veulent pas. La guerre est perdue et nous attendons simplement de mourir. Les missions VLR étaient un test de compétences de vol, dit le major Tapp dans une interview d'après-guerre. Combattre les pilotes de chasse japonais faisait couler votre adrénaline, mais aller du point A au point B était la partie la plus difficile. L'océan était sans fin, sans caractéristiques, hypnotique. Vous vérifiez constamment votre compas, vous demandant s'il était faux, si vous vous étiez retourné d'une manière ou d'une autre. La tension physique et mentale était énorme et cumulative. Les pilotes restaient sanglés dans leur cockpit pendant 8 heures ou plus, incapables de se lever, incapables de s'étirer, incapables de se soulager, excepté dans un tube de relief qui gelait souvent en altitude. Ils faisaient face à des jambes crampées qui semblaient être poignardées avec des aiguilles, des fesses engourdies qui leur faisaient se demander s'ils marcheraient à nouveau. Et l'anxiété constante de voler sur un avion monomoteur au-dessus de vastes étendues d'océan vide où une défaillance mécanique signifiait une mort presque certaine. L'ergonomie du cockpit du Mustang, raffinée à travers 3 ans d'expérience au combat et des milliers de rapports de pilotes, s'avéra supérieure aux conceptions japonaises dans chaque manière mesurable. Le P-51D comportait une verrière en bulle fournissant une visibilité à 360 degrés. Les pilotes pouvaient réellement regarder derrière eux en tournant la tête, une capacité sauveuse de vise au combat. Le siège était entièrement ajustable pour des pilotes de différentes tailles. Les palonniers pouvaient être déplacés pour accommoder différentes longueurs de jambes et les commandes étaient positionnées pour une fatigue minimale du pilote durant les longues missions. Le tableau de bord était logiquement arrangé avec les instruments les plus importants. Vitesse air, altitude, jauge de moteur, directement dans la ligne de mire du pilote. Le cockpit du Ki-84, bien qu'une amélioration par rapport aux chasseurs japonais plus anciens comme le Zéro, souffrait toujours d'une pauvre visibilité vers l'arrière due aux membrures structurelles
et au réservoir de carburant derrière la tête du pilote, de commandes mal placées qui requéraient que les pilotes enlèvent leurs mains du manche à des moments critiques, et d'instruments difficiles à lire dans des conditions de combat, surtout lors de la traction de jet ou quand les vibrations du moteur rendaient tout flou. Les différences d'armement s'avérèrent décisives dans les issues de combat, déterminant souvent qui vivait et qui mourait dans les rencontres d'une fraction de seconde qui caractérisaient le combat aérien. Les mitrailleuses de 50 cals du P-50 et 1D, bien qu'apparemment moins impressionnantes que l'armement mixte de canons du Ki-84, offraient des avantages cruciaux que l'expérience au combat avait prouvés décisifs. Les armes américaines étaient extraordinairement fiables, avec des taux d'enrayement en dessous de 1% quand elles étaient correctement entretenues, ce qu'elles étaient toujours grâce à des spécialistes d'armement dédiés. Elles transportaient bien plus de munitions, 1880 à 2280 cartouches au total, comparé aux 400 cartouches du Ki-84 pour ses canons et mitrailleuses combinés. Cela signifiait que les pilotes américains pouvaient se permettre de tirer pour ajuster la distance, pouvaient engager de multiples cibles et n'avaient pas à s'inquiéter de manquer de munitions après quelques secondes de jeu. Paketeji se gant de shi dokei, de show de shei tir. La balistique des projectiles de 50 cals était si bien comprise que les pilotes américains pouvaient engager des cibles de façon fiable à 400 yards, 36 mètres 66. Alors que les pilotes japonais, avec un armement mixte de canons et de mitrailleuses, luttaient avec des zones de convergence et des trajectoires balistiques différentes, leurs obus de canon tombant différemment de leurs balles de mitrailleuses, rendant le tir précis presque impossible au-delà de la courte portée. La différence d'entraînement au tir était encore plus prononcée. Les pilotes américains avaient tiré des milliers de cartouches à l'entraînement, apprenant à prendre de l'avance sur les cibles, à estimer la distance, à tirer en courtes rafales pour éviter la surchauffe de leurs armes. Ils s'entraînaient sur des manches remorquées avec des caméras de tir et dans des combats aériens simulés jusqu'à ce que le tir avec déviation devienne instinctif. Les pilotes japonais en 1945 avaient de la chance de tirer 100 cartouches à l'entraînement, si cela. Les munitions étaient trop précieuses pour être gaspillées à l'entraînement quand elles étaient nécessaires au combat. Beaucoup allaient à leur premier combat sans avoir jamais tiré leurs armes, essayant d'apprendre le tir avec déviation pendant que quelqu'un essayait de les tuer. Le dernier combat aérien des Sundowners se produisit près de Tokyo le 10 août 1945 quand les 15 et 21 Fighter Groups revendiquèrent 7 victoires dans ce qui serait l'une des dernières batailles aériennes de la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, la résistance japonaise était devenue presque symbolique, une ombre de la force qui avait autrefois balayé le Pacifique. Les pénuries de carburant signifiaient que la plupart des chasseurs japonais étaient cloués au sol, leurs réservoirs vidés pour fournir du carburant aux avions kamikazes. Ceux qui volaient étaient souvent pilotés par des adolescents avec un entraînement minimal, des garçons qui étaient au lycée juste quelques mois auparavant. Au total, les Mustangs d'Iwo Jima furent crédités de 206 avions japonais abattus entre avril et août 1945, 75% des victoires aériennes du P-51 dans le Pacifique. Le nombre actuel était probablement plus élevé, car de nombreux avions japonais abattus au-dessus du Japon ne furent jamais confirmés, leurs épaves perdues dans les forêts ou les zones urbaines. L'impact stratégique s'étendit bien au-delà des victoires aériennes pour remodeler toute la guerre du Pacifique. La présence de P-51 au-dessus du Japon signifiait que les B-29 pouvaient bombarder de jour avec une plus grande précision, détruisant systématiquement l'infrastructure industrielle du Japon. La production industrielle japonaise, déjà paralysée par les pénuries de matériaux et les raids de B-29, s'arrêta net sous les bombardements de jour de précision. L'effet psychologique fut tout aussi dévastateur. Les civils japonais pouvaient voir des chasseurs américains mitraillant des aérodromes en plein jour, détruisant des trains, attaquant des navires dans la baie de Tokyo, rendant clair que le Japon avait perdu le contrôle de son propre espace aérien. Le mythe du vent divin qui protégerait le Japon fut brisé quand des chasseurs américains survolèrent le palais impérial lui-même.
Le lieutenant-colonel John R. Morgan du 457e Fighter Squadron conduisit plusieurs missions de photoreconnaissance au-dessus du Japon dans un P-51D spécialement modifié avec des caméras à la place des armes. Ces rapports révélèrent l'étendue de l'effondrement de l'aviation japonaise. Nous survolions des aérodromes que les renseignements disaient avoir des centaines d'avions. Nous en trouvions peut-être une douzaine en état de vol. Les autres étaient des épaves, pas de moteur, pas d'hélice. Certains juste des coques cannibalisées pour des pièces. Ils poussaient les avions autour pour faire croire qu'ils avaient plus d'avions opérationnels pour nos interprètes photos. Mais nous pouvions faire la différence entre un vrai avion et une carcasse. Certains aérodromes avaient de faux avions en bois, complets avec des marquages peints, essayant d'attirer nos attaques, loin des vrais avions cachés dans des abris revêtus ou sous du camouflage. Les mathématiques industrielles étaient irréfutables et racontaient l'histoire de la guerre en chiffres Stark. Les États-Unis produisirent 15 586 P-51 de toutes variantes durant la guerre, plus que la production totale japonaise de tous les types d'avions en 1944 et 1945 combinés. Le Japon parvint à produire approximativement 3 507 Ki-84, mais beaucoup furent détruits au sol par les raids de B-29 et les attaques de porte-avions perdus dans des accidents d'entraînement dus aux pauvres contrôles qualité ou cloués au sol par manque de pièces. Les chaînes de production américaines atteignaient leur rythme de croisière juste au moment où la production japonaise s'effondrait. North American Aviation, seul, produisait 20 P-51 par jour au pic de production, plus que le Japon ne produisait de Ki-84 en un mois. Chaque avion américain était essentiellement identique avec des pièces interchangeables, tandis que les avions japonais variaient sauvagement en qualité et performance. Même au sein du même lot de production, le pipeline d'entraînement racontait une histoire similaire d'avantages américains écrasants. En 1945, les États-Unis formaient 30 000 pilotes annuellement, chacun recevant 200 à 300 heures d'instruction de vol avant l'entraînement avancé sur chasseurs, puis 100 autres heures d'entraînement au combat. Le programme de formation des pilotes du Japon s'était essentiellement effondré avec les nouveaux pilotes, recevant peut-être 50 heures avant d'être envoyés dans des unités opérationnelles, souvent beaucoup moins. Les mathématiques de l'attrition étaient inexorables. L'Amérique pouvait remplacer les pertes, tout en maintenant la qualité. Le Japon ne pouvait pas remplacer les pertes, même avec des standards dramatiquement réduits. Pour chaque pilote que le Japon formait, l'Amérique en formait 10, et les pilotes américains étaient bien mieux préparés. La consommation de carburant révélait la phase finale stratégique en détail stark. Chaque mission de P-51 depuis Iwo Jima consommait approximativement 600 gallons, 2271 litres, de carburant 100 octanes par avion. Carburant interne plus réservoir largable, avec 100 avions par mission et des opérations quotidiennes, cela signifiait 60 000 gallons, 227 125 litres par jour, pour un seul groupe de chasse. Les pétroliers américains livraient des millions de gallons mensuellement aux bases du Pacifique, une rivière de carburant coulant à travers le Pacifique. Le Japon, pendant ce temps, essayait d'extraire du carburant aviation à partir de racines de pin, requérant 200 souches de pin pour produire un gallon de carburant à peine utilisable, et convertissait des avions d'entraînement en armes kamikazes, parce qu'il manquait de carburant pour les opérations conventionnelles. En août 1945, le Japon avait moins de 200 000 gallons, 757 082 litres, de carburant aviation restant dans les îles de la patrie, assez pour peut-être une opération majeure. La révolution technologique représentée par le P-51D alla au-delà des simples statistiques de performance pour incarner une philosophie entière de guerre. L'appareil incarnait la philosophie industrielle américaine. La production de masse avec le contrôle qualité, la standardisation à travers les manufacturiers et l'amélioration continue basée sur les retours d'expérience du combat. Chaque P-51D qui sortait de la ligne de production était essentiellement identique avec des pièces interchangeables et des performances prévisibles.
Un pilote pouvait monter dans n'importe quel P-50 et 1D et savoir exactement comment il volerait, exactement où chaque interrupteur et instrument seraient. Les avions japonais, de plus en plus construits à la main avec des matériaux de qualité variable et des composants de substitution, montraient de larges variations de performance même au sein du même lot de production. Un Ki-84 pouvait être capable de 400 000 par heure, 644 km par heure, tandis qu'un autre de la même usine pouvait lutter pour dépasser 350 000 par heure, 563 km par heure, dû à des variations de manufacture. Le brigadier général Ernest M. Moore, commandant du 7e Fighter Command, écrirait plus tard « Je ne crois pas qu'il y ait de question sur le fait que le P-51 soit le meilleur chasseur à hélice de la Seconde Guerre mondiale. C'était notre meilleur chasseur aérien, et donc le meilleur pour les missions d'escorte et égal au P-47 en tant qu'attaquant contre des cibles au sol. » Cette évaluation reflétait non seulement les performances de la châssis, pas de la forme de l'avion, mais sa fiabilité, sa maintenabilité et son adaptabilité aux demandes extrêmes des opérations de très longue portée. Le P-51 pouvait être ravitaillé en carburant et réarmé en 30 minutes, pouvait voler 2 fois par jour, si nécessaire, et pouvait opérer depuis des pistes de corail rudimentaires qui auraient détruit des avions plus délicats. Les statistiques de maintenance étaient révélatrices et révélaient une autre dimension de la supériorité américaine. Les P-50 et 1D à Iwo Jima maintenaient un taux opérationnel au-dessus de 80%, malgré les conditions difficiles. Poussière volcanique qui entrait partout, air salin qui corrodait l'aluminium et des installations minimales qui signifiaient que la plupart de la maintenance était effectuée à l'extérieur. Les équipages au sol pouvaient effectuer des changements de moteur en 4 heures, utilisant des grues mobiles et des procédures standardisées, et des dommages de combat qui auraient cloué au sol un chasseur japonais, pendant des semaines, pouvaient être réparés overnight, utilisant des pièces préfabriquées acheminées par avion depuis les États-Unis. Le Ki-84, même quand le carburant et les munitions étaient disponibles, souffrait de taux de disponibilité en dessous de 40%, parfois aussi bas que 20%. Le complexe moteur Omar requérait des outils spécialisés qui souvent n'existaient pas, des techniciens formés qui étaient pour la plupart morts ou enrôlés dans des unités de combat, et des pièces détachées qui devaient être ajustées à la main parce que les tolérances de manufacture étaient si pauvres. La reconnaissance météorologique fournissait un autre avantage crucial qui sauva d'innombrables vies américaines. Des B-29 dédiés volaient en mission de reconnaissance météorologique des heures avant les opérations de chasse, rapportant les conditions nuageuses, les vitesses de vent et les systèmes frontaux. Ces oiseaux météo fournissaient des données météorologiques détaillées qui aidaient à planifier les routes autour des pires conditions météo. Bien que, comme le Vendredi noir le montra, la météo pouvait encore surprendre même les missions les mieux préparées. Les forces japonaises, manquant de telles capacités, volaient souvent à l'aveugle dans une météo qui détruisait des formations entières. La capacité américaine à prédire et éviter les fronts météorologiques réduisait significativement les pertes opérationnelles, alors que les unités japonaises subissaient des pertes liées à la météo catastrophique qui excédaient les pertes au combat. L'infrastructure de communication soutenant les opérations américaines était révolutionnaire pour son temps. Des balises radio haute fréquence transmises depuis des sous-marins et des bases insulaires, une coordination de sauvetage basée sur des sous-marins qui pouvaient vectoriser des avions de recherche vers des pilotes abattus et des mises à jour météo en temps réel créaient un réseau de sécurité qui donnait aux pilotes la confiance de pousser les capacités de portée extrême de leurs avions. La valeur psychologique de savoir que si vous étiez abattu, quelqu'un viendrait vous chercher ne peut être surestimée. Les pilotes japonais, volant souvent sans radio fonctionnelle et sans espoir de sauvetage, s'ils étaient contraints d'amérir, faisaient de face à chaque mission avec une acceptation fataliste d'une mort probable. Leur cérémonie d'adieu avant les missions était littérale. Ils s'attendaient à ne jamais revenir. Le capitaine Harry Krim Jr. du 530 et un Fighter Squadron, qui deviendrait un as au-dessus du Japon avec 7 victoires, observa la réalité stratégique avec une clarté brutale. Nous possédions le ciel au-dessus du Japon.
Nous pouvions aller où nous voulions, quand nous voulions. Les Japonais le savaient, nous le savions, et le plus important, les civils japonais le savaient. Chaque P-51 au-dessus de Tokyo était la preuve que le Japon avait perdu la guerre. Nous ne nous battions plus pour la supériorité aérienne, nous l'avions. Nous étions juste en train de la démontrer, leur frottant le nez dedans, leur montrant que la résistance était futile. Les missions de très longue portée changèrent fondamentalement l'équation stratégique dans le Pacifique, rendant tous les calculs précédents obsolètes. Le Japon ne pouvait plus compter sur la distance pour protéger les îles de la patrie. La tyrannie de la distance qui les avait protégés pendant des siècles, le cœur industriel qui avait survécu relativement intact pendant 3 ans de guerre, était maintenant exposé à des attaques quotidiennes. L'apparition de chasseurs américains au-dessus de Tokyo brisa les dernières illusions sur la capacité du Japon à se défendre, détruisit le mythe du vent divin et rendit clair que la défaite n'était pas seulement possible, mais inévitable. Le coût humain reflétait la disparité technologique en termes mathématiques cruels. Entre le 1er juillet et le 15 août 1945, 85 pilotes de chasse américains perdirent leur vie sur des missions VLR. Mais seulement une poignée fut revendiquée en combat RR, peut-être 5 ou 6. La plupart des pertes étaient opérationnelles, météo, défaillance mécanique, erreurs de navigation ou simple épuisement causant aux pilotes des erreurs fatales. Les pertes de pilotes japonais dans la même période se comptaient par centaines, peut-être plus d'1 millier, avec des escadrons entiers éliminés dans des tentatives futiles d'intercepter les formations américaines. Le 47e Sentai, qui avait commencé avril avec 40 pilotes opérationnels, n'en avait que 3 restants en août. Le 244e Sentai fut complètement détruit, reformé avec de nouveaux pilotes et détruit à nouveau. Les derniers combats aériens au-dessus du Japon révélèrent l'effondrement final de la puissance aérienne japonaise en tant que force organisée le 14 août 1945, le 15 août au Japon, dû à la ligne de date internationale. Le lieutenant Jerry Yellin vola ce qui serait la dernière mission de combat de la guerre, décollant d'Iwo Jima avec son ailier. Le second lieutenant Philipp Schlemberg, âgé de 19 ans, ils attaquèrent des aérodromes près de Nagoya. La mission avait été planifiée avant que la nouvelle de la reddition du Japon n'atteigne le terrain, et le mot de code « Utah » qui les aurait rappelés n'atteignit jamais leur radio. Yellin et Schlemberg mitraillèrent leur cible et firent demi-tour pour rentrer, virant dans une formation nuageuse pour échapper à la DCA. Quand Yellin émergea des nuages, Schlemberg avait disparu, abattu par la DCA, pour devenir la dernière mort américaine au combat de la Seconde Guerre mondiale. Même dans la défaite, avec la guerre se terminant littéralement et l'empereur ayant déjà enregistré son discours de reddition, les positions de DCA japonaises continuèrent à tirer avec une détermination désespérée. Mais, notablement absents, étaient les chasseurs japonais. Ils avaient essentiellement cessé d'exister en tant que force effective, cloués au sol par manque de carburant, manque de pilotes ou simplement détruits. Les mathématiques de la guerre aérienne étaient finales et irréfutables. Écrites dans l'aluminium et le sang à travers les cieux du Japon, le P-51 des Mustang, avec sa vitesse de pointe de 440 000 par 708 km par heure. Sa portée de 2000 miles, 3219 km, avec des réservoirs largables et ses 6 mitrailleuses fiables avec près de 2000 cartouches de munitions, avait rendu les îles japonaises de la patrie sans défense contre les attaques aériennes. De jour, le Ki-84 Hayate, malgré ses capacités théoriques et le courage de ses pilotes, n'eut jamais les nombres, la fiabilité ou la qualité de pilote pour monter une défense effective. Ce n'était pas une compétition entre égaux, mais une conclusion inévitable, le résultat déterminé par des usines à Détroit et des puits de pétrole au Texas, autant que par le combat au-dessus de Tokyo. La puissance industrielle américaine, exprimée à travers le magnifique P-51 Mustang, avait accompli ce que le blocus naval et la stratégie de saut d'île ne pouvaient pas. L'élimination complète de la capacité du Japon à défendre son espace aérien. Les B-29, qui larguèrent les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki,
volèrent sans escorte de chasse, non parce qu'aucune n'était disponible, mais parce qu'aucune n'était nécessaire. L'opposition des chasseurs japonais avait été balayée du ciel, écrasée par la supériorité écrasante de la technologie, de la formation et de la production américaine. Sur les 3514 Ki-84 construits, un seul survit aujourd'hui. Il se trouve au Chiran Peace Museum, à Kagoshima, Japon, un rappel solitaire de la tentative désespérée du Japon de rivaliser avec la supériorité technologique américaine. Pendant ce temps, des centaines de P-51 Mustang survivent dans des musées et des collections privées à travers le monde. Beaucoup volent encore lors de meetings aériens, leur moteur Merlin chantant la chanson du triomphe industriel américain 7 décennies après qu'ils apparurent pour la première fois dans le ciel au-dessus de Tokyo. La disparité dans les avions survivants raconte sa propre histoire. Les avions américains étaient construits pour durer, entretenus avec soin et valorisés comme des artefacts historiques. Les avions japonais étaient construits pour une utilisation immédiate, attendus d'être détruits au combat et traités comme consommables. Le choc subi par les pilotes japonais rencontrant des P-50 et un Mustang au-dessus de Tokyo était plus qu'une surprise tactique. C'était la réalisation stupéfiante que la capacité industrielle américaine et l'avancement technologique avaient rendu même l'impossible routinier des chasseurs monomoteurs volant sur des missions de combat de 1500 miles, 2414 km, arrivant avec assez de carburant pour combattre pendant 2 heures et retournant en sécurité à la base. Cela était au-delà de la compréhension ou de la capacité japonaise. Le P-51D Mustang au-dessus du mont Fuji n'était pas juste un avion. C'était l'incarnation de la suprématie industrielle américaine, de l'innovation technologique et des mathématiques inexorables de la guerre totale. La leçon était claire et brutale. Dans la guerre industrielle moderne, une technologie supérieure multipliée par une production massive égale la victoire. Le P-51D Mustang représentait l'industrie américaine à son apogée. Plus de 15 000 avions produits avec une qualité constante, pilotés par des pilotes bien entraînés, soutenus par une logistique illimitée et déployés avec une précision stratégique. Contre cela, le Ki-84 Hayate du Japon, malgré le courage individuel et le succès tactique occasionnel, n'avait aucune chance. Le choc des chasseurs américains au-dessus de Tokyo était finalement le choc de la réalité mathématique. Une réalité qui se termina avec des bombes atomiques au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki, délivrées par des B-29 qui n'avaient plus besoin d'escorte de chasse parce que la puissance aérienne japonaise avait cessé d'exister. Les Mustangs avaient fait leur travail avec une efficacité impitoyable. Ils avaient prouvé que la distance n'était pas une défense, que la puissance industrielle triomphait de l'esprit guerrier, et que la supériorité technologique, correctement appliquée, était insurmontable. Les pilotes japonais, qui les affrontèrent dans ces derniers mois, apprirent la leçon la plus dure de la guerre moderne. Le courage seul ne peut surmonter les mathématiques de la production industrielle, de l'avancement technologique et de la suprématie logistique. Le P-51D Mustang, au-dessus de Tokyo, était la preuve que l'âge du samouraï avait pris fin, remplacé par l'âge de la ligne de production, du suralimenteur et du chasseur d'escorte. À très longue portée, le vent divin avait été conquis par la science, l'esprit guerrier brisé par la puissance industrielle et l'empire du soleil le vent éclipsé par des ailes d'aluminium et des moteurs d'acier.